Aujourd'hui, Jérémy m'a encore conseillé un livre. Enfin, je l'ai déjà lu, alors on va en causer. C'est La Maison des Feuilles. La Maison des Feuilles? C'est ça. Mais je crois que tu vas pouvoir nous en dire un peu plus. Pourquoi tu m'as dit de le lire? Je ne sais plus quand je t'ai dit de le lire. Ça fait longtemps, hein. Je ne On est un sais, vieux couple. je ne sais plus si c'est avant l'Infini Comédie ou pas. Je l'ai lu après. Mais je l'ai commencé avant, mais je l'ai lu après. D'accord. C'est un livre que j'ai découvert à l'époque où il sortait aux États-Unis au début des années 2000. J'entendais pas mal de gens en parler, j'ai mis quelque temps à le découvrir moi-même. Alors, parce que toi, tu l'as lu en anglais au départ. Je l'ai lu en anglais. Soit je l'ai lu en français, hein, je suis une feignasse. Voilà, j'ai. Voilà, comme tu dis. Je n'ai pas attendu, je n'ai pas attendu Mais c'est parce que j'ai fait allemand élevé, hein. la traduction française. J'aurais peut-être dû parce que c'est un ouvrage assez difficile. Ouais, au niveau de... Il y a plein de choses un peu hâte. Mais je crois que c'est moins dur quand même à lire que l'Infini Comédie. C'est moins dur, peut-être parce que c'est moins littéraire. Je suis d'accord. Mais Au là, je suis sens, partagée sur le livre. Je trouve plein de trucs super et plein d'autres moins bien et on va en discuter, quoi. je crois que l'ambition de David Foster Wallace avec l'Infini Comédie et celle de Mark Danielewski avec La Maison des Feuilles, l'ambition et l'énergie étaient la même, mais je pense que Wallace était au sommet de ses forces et un écrivain déjà confirmé quand il a écrit l'Infini Comédie, alors que La Maison des Feuilles, qui est aussi un gros roman très ambitieux formellement et Ouais, quand même, hein. Alors ça, quantitativement, c'est donc Marc Z, je sais pas ce que c'est le Z. Mark Z. Danielewski, Ouais, Danielewski, donc La Maison des personne ne sait Feuilles. ce que c'est le Z. On est en point signature au niveau de l'édition et c'est traduit par Claro. Quand est-ce que c'est sorti en France dans cette édition? Je sais plus. 2002-2013 pour les éditions de Noël. Bah ça c'est quand même une édition de poche, Ouais. je crois. Et on peut voir, ça c'est quand même super rigolo pour la suite, est-ce qu'on le voit bien, que il s'agit ici de l'édition de couleur, où j'ai des mots en bleu, mais je n'ai pas le rouge ou d'autres choses, alors qu'il y a des éditions en noir et blanc et incomplètes. Donc on va avoir des choses à dire. Excuse-moi, c'était pour un peu plus de clarté sur de quoi s'agit-il avec la Maison des Feuilles, P4036. Lisible dans le métro, un peu lourd, mais on le tient d'une main si on n'a pas de tendinite ou de sac à main. Alors, est-ce qu'on présente l'ouvrage, le Bah oui, récit? présente le bouquin, donc toi tu l'as lu à Euh, la sortie, t'en as pensé quoi? donc, Un peu dur en anglais pour toi, mais pourquoi tu le conseilles, tu vois? alors je n'ai pas forcément trouvé ce que je cherchais. Euh, voilà. Effectivement, malgré toute son ambition et tout ce que l'ouvrage accomplit, ça reste, on sent en tout cas que ça reste un premier roman. C'est là que je faisais la distinction avec Wallace. Mm. C'est que Wallace avait déjà écrit plusieurs romans, il avait déjà une longue carrière derrière lui, une assez longue carrière en tout cas. Là, c'est un premier roman avec une genèse assez longue, Mark Danielewski a commencé à l'écrire en 93, je crois que ça lui a pris 4-5 ans pour l'écrire, jusqu'en 97-98. Le livre a eu une existence de quelque temps sur Internet d'abord, Ouais, ça c'est vraiment intéressant. gratuitement. En ligne. Voilà, il a été en ligne vraiment au début d'Internet, fin des années 90, avant d'être remanié pour obtenir sa forme éditoriale en 2000 aux États-Unis. Il est sorti en mars 2000 aux États-Unis, voilà, dans une forme remaniée. Donc, genèse assez longue, existence numérique pendant un temps, puis concrétisation éditoriale. De quoi ça parle? On va essayer de le résumer. Et de nouveau, comme l'Infini Comédie, on se demande un peu par quel bout l'attraper. C'est plus facile. C'est un peu plus facile. On va peut-être partir du personnage de Johnny. Alors moi je te laisse résumer, et puis moi tu verras que je vais le résumer, mais en fait par structure. Alors, on Je a... sais qu'on fait pas les choses de la même façon. On a 717 pages édition française, on est à 1002 dans l'Infini Comédie. En plus gros. Donc, moins 1000 pages à peu près l'Infini Comédie. Et des poussières. Il y a des pages qu'on double, hein. Puis là il y a des pages un peu vides, mais on va en reparler. Donc on a dans La Maison des Feuilles de Mark Danielewski un personnage, un jeune homme, Johnny Truant, si je ne m'abuse.
je ne l'ai pas lu depuis très longtemps, qui est un jeune apprenti tatoueur qui cherche une maison, qui vit plutôt du côté de Los Angeles, qui cherche une maison, et en cherchant une maison avec sa compagne, tombe sur un manuscrit. Un manuscrit très étrange, signé d'un vieil homme récemment décédé, qui s'appelle Zampano, si je ne m'abuse. Un vieil homme, donc décédé, Zampano, qui a écrit une espèce de thèse immense. On sent le docteur qui parle, hein. Tu rattaches à la thèse un énorme manuscrit, un énorme tapuscrit. Voilà, qui s'appelle The Navidson Record. Je ne sais pas comment c'est traduit en français. Le Navidson Record. En fait, ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'on a un italique pour Navidson Record. Je voilà. te laisse poursuivre. Donc Johnny trouve un manuscrit de Zampano qui parle de ce qui va probablement constituer l'essentiel du roman, The Navidson Record, qui est un film mystérieux, étrange, qui s'appelle Navidson Record. Qui s'appelle The Navidson Record. Pourquoi est-ce que qui s'appelle Navidson Record. Peu importe. En anglais, c'était The Navidson Record. Non, mais je trouvais intéressant que l'italique soit sur une partie du titre et que ça me permettait, tu vois, d'appuyer sur ça. D'accord. Voilà, mais vas-y. Ça ne change pas forcément grand-chose, en tout cas, au sens du récit. Au niveau de l'article, tu me dis... Enfin... de quoi est-ce que ça parle, The Navidson Record? Donc, c'est le film d'un photographe qui s'appelle Will Navidson, qui a une épouse, une très belle épouse, Karen Green. Oui, le fait qu'elle soit belle, ça fait partie des choses qui m'agacent. Voilà, c'est un peu un cliché, c'est un ancien mannequin, un photographe qui a épousé un ancien mannequin. Ils ont 2 enfants, Chad et Alice. Ouais. Et ils déménagent dans une maison qui se situe en Virginie. Donc sur la côte est des États-Unis. Non, mais Johnny Errand, c'est l'apprenti tatoueur, tu vois. Et ils partent en vacances un temps, et bon, alors ils aménagent dans cette maison en Virginie, ils partent en vacances chez les parents, quelque temps, ils reviennent, et la maison qu'ils vivent... Un mariage, ils vont, mais ça... Mais si, c'est rigolo que ce soit un mariage, quand même. La maison qu'ils viennent d'investir et qu'ils redécouvrent donc en Virginie s'est transformée pendant le court laps de temps durant lequel ils l'ont quitté. Ça fait partie des passages que j'ai sélectionnés pour lecture. Voilà. Retour. C'est un peu là que le roman va un peu se corser, beaucoup se corser d'ailleurs, et qu'on va pénétrer un peu dans le domaine du fantastique, de la folie, de tous ces thèmes-là. La maison a des propriétés géométriques, euclidiennes, on va dire. Non, euclidiennes. Euclidiennes, transformées, modifiées, bouleversées. On a par exemple, je crois, un portail, une sorte de porte qui mène de la chambre des parents à celle des enfants, quelque chose comme ça. Il y a un portail un peu comme dans Portal, hein, comme dans le jeu vidéo, dans le film. Voilà. C'est un jeu vidéo qui m'a gonflé, je suis désolée. Hein. On a des accès d'une zone à l'autre de la maison qui n'étaient pas là au départ. Et aussi, de façon très très remarquable et en même temps discrète, une autre transformation un placard dans la chambre des parents qui est apparu. Voilà, et qui mène à la chambre des enfants, donc si je ne m'abuse. Et ce qui est géométrique. Un placard, tu comprends que ça a du sens. Hein. Bien sûr. Je veux dire, je sais pas quels sont les équivalents anglais, mais enfin, il y a quand même l'idée de sortir du placard, le cadavre dans le placard. Il y a l'équivalence. Le squelette dans le placard, enfin... On a l'équivalence en anglais. Voilà, toi, j'avais pas le sentiment... une penderie, c'est quand même un mot qui est hyper macabre, enfin. Et, oui. Et autre propriété de la maison, Will Navidson, le personnage principal d'une certaine façon, qui décide d'enquêter un peu sur tout ce qui se passe d'étrange, etc., décide de mesurer la maison de l'intérieur et de l'extérieur, et réalise qu'elle est plus grande d'1/4 de pouce à l'intérieur. Qu'à l'extérieur. Qu'à l'extérieur. D'1/4 de pouce, c'est-à-dire 0,625 cm, vraiment rien du tout.
Mais malgré tout, dissonance géométrique. Je dirais même qu'au niveau de ce qu'est le travail du géomètre expert, il y a quelque chose d'assez dissonant dans le fait de mesurer strictement toujours exactement la même chose. Mais ça, c'est peut-être mon pessimisme qui me rattrape. Voilà. Parce que ces mesures sont reproduites à plusieurs reprises pour se dire, bon, il y a bien un problème dans les mesures. En tout cas, c'est plus grand dehors que dedans. C'est plus grand dehors que dedans, hein, pour le dire, mais vraiment de façon tellement imperceptible qu'on sent déjà que le thème de la folie guette, hein, n'est pas très loin. Et donc, ça, c'est raconté dans The Will Davidson Record. Et c'est relaté par cette espèce comment dire, de Zampano, qui est un personnage dont nous apprenons aussi qu'il est aveugle. Il est aveugle, à qui ça nous fait penser à une espèce d'expert aveugle, ça nous fait penser à Homer, ça nous fait penser à... Ah, ça te fait penser à Homer ? Homer, Borges... moi, je lis le truc, mais putain, il est aveugle. Un homme qui a écrit un volume tout à fait étrange sur une maison avec des propriétés particulières comme ça. Ouais, il y a du Homer, il y a du Borges, ouais. Il y a surtout du Borges d'ailleurs, je pense. Il y a un petit clin d'œil, je pense, de ce côté-là. Et donc, voilà, et le roman va jouer sur ces couches de récit, puisqu'on a ce personnage Johnny qui découvre le manuscrit de Zampano, qui relate, qui fait une expertise en fait universitaire, on va dire académique, du film de Will Davidson. Donc on a ces couches de récit et ces personnages que l'on va apprendre à connaître dans différents niveaux de réalité. Dans un ouvrage qui lui-même se compose de ruptures typographiques particulièrement intenses. On va les montrer. On va voir ça plus tard, avec aussi beaucoup de notes de bas de page, vraiment un côté très foisonnant. Ouais, mais c'est quand même moins intéressant que la Fini Comédie là-dessus. Ou que Nabokov. Ou que Fopal, ou que des choses comme ça. Mais on est dans la même famille de ces ouvrages qui essaient de pousser à une sorte de paroxysme le délire que peut être la recherche universitaire, la recherche de l'érudition, de la vérité, toutes ces questions-là, qui se trouvent donc englobées dans ce récit. Je reviendrai peut-être un peu sur sa genèse, son existence, mais je vais te laisser... Non, mais après, tu dis, bon, c'est jeu d'emboîtement d'énonciation, et tu vois, toi tu dis couche réalité, je vais vraiment te dire structure d'emboîtement et mise en abîme, pour accentuer sur ça. Donc on a un type, donc l'éditeur, introduction, notes, et sa vie, donc ça va vraiment être comme dans Feupal de Nabokov et d'autres textes, hein, mais on va avoir une histoire dans les notes. Alors dans Feupal, l'histoire des notes vient se surajouter et prendre le pas sur l'histoire du texte principal. Là, on n'a pas ça non plus. On a vraiment des histoires qui vont être complémentaires parce qu'il y a ce lien sur la maison de Zampano et le texte retrouvé. Bon, et lui, il s'appelle donc Johnny. Il est amoureux d'une stripteaseuse, il a des problèmes d'alcool, et puis on va le voir aller de plus en plus mal au fur et à mesure des notes. Je ne divulgage pas trop en disant cela. C'est un texte avec une tension narrative qui va croissante, hein, et puis avec une résolution finale dont on ne dira strictement rien, par pudeur et par déférence. Mais donc ce type trouve, comme tu l'as dit, un manuscrit qui est dans une maison qui était à Zampano. Zampano, alors tu l'as bien dit, il est aveugle, ça fait penser à Homer, ça fait penser à Borges, mais surtout, en fait, c'est un manuscrit qui parle d'un film auquel on n'a pas accès, le Davidson Record, et qui est donc raconté et analysé par un aveugle qui a eu, et on s'en rend compte parce que en fait Johnny fait une enquête sur Zampano, différentes femmes essentiellement, si je me souviens bien, qui ont été ses secrétaires et qui sont plus ou moins des auxiliaires de vie, hein, en mode plus, qui vont lui taper des textes ou lire des choses, etc. Mais donc on a l'étude d'un film fait par un aveugle, et ce film, et ça tu l'as pas dit, et il faut vraiment le dire, c'est là que ça devient extraordinaire, ce film, le Davidson Record, donc l'enregistrement de Davidson, c'est un film qui est fait par le personnage Davidson lui-même dans sa maison une fois qu'il se rend compte qu'il y a des événements extraordinaires. Et c'est intéressant parce que Davidson est un photographe hyper talentueux, donc
apparemment, son film est d'une grande maîtrise. D'autres personnages peuvent aussi accentuer des caméras, et c'est un film à multicaméra auquel on n'aura jamais accès, et qui ne nous est raconté que par un éditeur qui lit le manuscrit d'un aveugle. Un éditeur complètement barré, qui va de plus en plus mal. Et donc là, on voit bien, en fait, comment... Et là, en fait, je crois que c'est un des trucs qui t'a plu dans ce roman, et qu'il faut mettre en avant, et ça fait partie de choses qui m'ont plu. On est en plein dans une mise en abîme sur le genre du found footage, c'est-à-dire de la bobine retrouvée, du film trouvé. C'est l'équivalent exact de la fiction du manuscrit trouvé, et là tu sais bien, c'est le manuscrit de Saragosse, le manuscrit trouvé dans une bouteille de peau, c'est la Chartreuse de Parme trouvée dans de vieilles annales, c'est la Nouvelle Héloïse, j'ai trouvé cette correspondance, nous avons fouillé un grenier, nous avons retrouvé ça. Voilà. Toutes ces fictions qui permettent de faire signe vers un mode de production authentique d'un texte auquel l'éditeur n'aurait rien changé. Donc Rousseau pour la Nouvelle Héloïse, au point que les gens lui ont écrit, même Goethe pour Werther, enfin, le roman épistolaire est super propice à ça. Donc ce film, le film dont il est question dans le livre, est déjà un film trouvé, un found footage, qui, par un nouveau jeu de mise en abîme, est raconté par un aveugle qui donne lieu à un autre manuscrit qui aura été trouvé par l'éditeur et qui en plus a d'abord circulé sur internet. Et là où j'ai trouvé ça super, c'est de voir comment en fait Johnny va lui-même rencontrer d'autres lecteurs de Zampano, parce que le manuscrit traîne sur internet, c'est un tout petit moment dans une des notes, qui ont le même, donc un groupe de musique, ils écoutent un groupe de musique, et ils ont le même manuscrit, et ils voient un manuscrit complètement annoté à chaque fois par les éditeurs, comme lui-même en fait va annoter et donc altérer le manuscrit de Zampano, qui est donc une traduction problématique du film, déjà parce qu'on passe du film au texte, et en plus par un aveugle, donc autant pour voir le film que pour écrire c'est compliqué. Et donc tout cela, tous ces jeux de mise en abîme ne nous permettent plus de savoir ce qui va être le vrai ou le pas, mais ça va donner envie d'aller sur le mode d'enquête, et là je rejoins le Homer et le Borges, avec un appareil critique qui sera universitaire, parfois vrai, parfois pas, ça se voit, hein, on a des références complètement inventées, mais pas rigolotes. Voilà. Alors notamment parce qu'on a des études sur ce film qui n'existent pas. Ouais. Alors j'ai pas vérifié, mais a priori ça n'existe pas. Voilà. Alors je tiens à préciser, et je trouve que c'est un peu dommage, même si je comprends aussi, qu'on a un avertissement. Ouais, voilà, c'est présenté par Zampano avec une introduction et des notes de Johnny Rand, l'apprenti tatoueur. Donc on a un avertissement, ce roman est une œuvre de fiction, toute référence, etc. pour seul but de confier à la fiction un air de réalité et d'authenticité, parce qu'on va ensuite citer des personnes réelles. Ce qui m'a le plus choqué, c'est de faire référence à la production du film par Miramax et Weinstein, parce que là évidemment on est dans des effets de réel qui sont plus du tout ceux de la publication. Aujourd'hui, le 1er novembre 2018, hein, c'est vrai que j'ai fait bon. Mais on n'a pas seulement Weinstein, on a aussi des universitaires, je crois que Derrida est cité à plusieurs reprises, oui. On a des témoignages d'universitaires, alors les témoignages fictifs d'universitaires réels à l'intérieur du livre, mais pas présentés comme fictifs dans le livre. Ça c'est cool. Et tout ça en fait va créer en fait un found footage du found footage, un manuscrit du trouvé du found footage. Et c'est ça que j'ai vraiment trouvé très cool, parce que d'avoir une structure aussi complexe au niveau de ce genre qui est quand même hyper intéressant, autant en littérature qu'en cinéma, et qu'on aime bien, m'a paru super intéressant. Et il y a pas mal de choses comme ça qui vont aller dans ce sens-là à l'intérieur du livre, et je me souviens d'un passage, j'arrive pas à le retrouver parce que justement le livre, c'est le foutoir, enfin, organisé, mais enfin pour se repérer des fois. Moi je dis ça avant de dormir, alors ça... Des fois après ça se mélange dans ma tête. Mais on va avoir le... Mais ça c'est un peu gros pour moi dans le métro. C'est plus un livre avant de dormir. Je les classe, vous savez. Mais on a ce passage où, dans les manuscrits de Zampano, est signalé que le film de donc le Navidson Record, tourné par Navidson, et dont on se pose la question de savoir s'il est authentique ou pas. Donc il y a des études sur ce film en tant que film, donc sur son authenticité, sur ce qu'il représente, sur ce qu'il peut représenter aussi symboliquement, etc. Ça fait partie des choses qui m'intéressent pas trop au niveau des analyses. Mais il va être présenté comme étant en fait trop onéreux pour être faux. Il aurait coûté trop cher pour être reconstitué en studio, et donc il est forcément vrai. Mais c'est vrai que c'est pas cher d'écrire à côté de tourner un film. Je trouve ça hyper astucieux, tu vois. Oui. Et en fait, et ça fait que c'est... Enfin, je dirais, on va dire que La Maison des Feuilles, c'est vraiment un truc qui revient, est plus un objet littéraire qu'un roman.
parce qu'il y a tous ces jeux d'emboîtement, et ça va se traduire par une typographie parfois heurtée, j'ouvre une page pour ainsi dire au hasard. Et ça, est-ce que ça t'a plu? Est-ce que t'en penses quelque chose? Comment tu vois ça? Tu l'expliques? Parce que bon, ça surprend, hein. C'est ça, tu vois, que je te dis que ça se lit quand même plus vite qu'on a fait une comédie. Il y a moins de pages blanches dans l'Infini Il n'y a pas de page blanche dans Infinity Comédie. Oh, je perds toutes mes pages. Ah, j'aimais bien ce passage-là, on va le garder. Alors. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, tu vois, avec des encadrés. Et donc des jeux de couleurs dans cette édition noir et bleu. Je ferai bien une réponse en 2 temps. Ah bah oui. Parce que dans un premier temps, j'étais séduit à l'époque, vraiment au début des années 2000, j'étais séduit par cette façon de bousculer un peu des différences. les pages, le texte, de jouer sur les polices d'écriture, sur la mise en page. Ça, je trouvais que c'était vraiment une voie à emprunter pour le roman qui était intéressante. Avec l'arrivée des emails, avec l'arrivée de tout ça aussi, on pouvait se permettre de faire des décrochages narratifs, de confronter des choses. J'avais vu des choses un peu équivalentes dans certains textes de Ballard peut-être, qui faisait déjà des choses comme ça un peu avant, où il bousculait un peu le format traditionnel du roman avec des formes autres, extérieures, celle du rapport de police notamment chez Ballard. À transformer un rapport de police en quelque chose de littéraire, à quoi ça peut ressembler. Voilà, c'est très joli. Non mais je t'interromps pas, moi j'anime en même temps. Et avec le temps, j'ai lu d'autres ouvrages qui empruntaient une forme comme celle-ci, et ça m'a un peu lassé en fait. J'ai eu l'impression que ça tourne un peu à vide. Ça n'est plus forcément quelque chose qui m'attire en soi. Voilà, ça peut fonctionner, mais ça n'est plus un critère pour moi d'intérêt en soi, voilà, par le simple fait qu'on utilise ce type de procédé. Mais alors ce procédé, cet ensemble de procédés, donc ça va consister à démultiplier les façons pas seulement de raconter, mais de montrer en réalité le roman. Donc, les notes, les jeux des typographies différentes, donc des mises en page différentes, des encadrés aussi. Donc ça, c'est une façon aussi de démultiplier le texte avec différentes voix, ça crée de la polyphonie. Les ratures qui reprennent l'idée du manuscrit. Alors il y a des endroits où il est dit, c'était raturé, mais j'ai réussi à récupérer. Enfin, donc avec cette idée du texte perdu, etc. Donc qui est, comme tu le disais tout à l'heure, du côté universitaire, mais je dirais même de l'érudit maniaque. Oui. Au-delà du cadre académique, on est vraiment dans quelque chose de... Grosso modo, on a quand même là aussi me semble-t-il, une gradation là-dedans dans ces procédés, puisque en fait, ils vont vraiment montrer, et pas seulement raconter, l'état des personnages, l'état du récit et l'état de la maison. Oui. Au fur et à mesure, comme la maison va progressivement se démultiplier, très étrangement, dans le roman, le texte lui-même va se démultiplier et va être déformé, rompu, structuré, au point qu'à un moment de tension, on n'aura plus qu'une phrase ou quelques mots, et en fait, il faudra tourner de plus en plus vite les pages pour garder le rythme, et en fait, c'est même l'espace de la page qui va créer le suspens littéral par rapport au texte, si j'ose ce terme, et le suspens de la tension narrative plus traditionnelle. Donc là, on a vraiment quelque chose qui fonctionne bien, quand même, autant au niveau de la diégèse, de la narration, de la typo, tout concorde. Alors, en fait, c'est le fait que ça concorde qui m'a un peu ennuyée. Que ce soit trop propre. Ça concorde trop bien. Ouais. Parce que... mais là, c'est vraiment le regard aiguisé de l'analyse littéraire, quoi, qui fausse ce plaisir. Je vois tout de suite que tout concorde, et je me dis, c'est marrant, puis au bout d'un moment, je dis, ouais, ça concorde, mais j'en ai marre de tourner les pages, et retourner le bouquin, parce que parfois c'est à l'envers. Alors que moi, ça va me dormir, tu vois. Et en fait, ça concorde super bien, et donc je crois que c'est un récit qui donnera pas le même plaisir à tous les lecteurs. Bon, ce
qui est une banalité sans nom, hein. Mais bon, que si on est très habitué à des choses atypiques, on sera peut-être amusé, qu'on va plaire. Après, l'histoire elle-même est intéressante, donc ça peut rattraper donc, ce qui pour moi était plutôt un embarras de lecture qu'un approfondissement. Alors que si on découvre, tu vois, comme, en fait, comme tu l'as plutôt fait toi à l'époque où tu l'as lu, enfin, il y a quand même assez longtemps, au moment où on découvre ce genre de choses, je crois qu'on ressent un plaisir de découverte assez inouï et que pour cela, la Maison des Feuilles est quand même un bon moyen d'exploration. Tu vois, des possibilités, même de la matérialité du livre. Et c'est. D'un côté, c'est très propre, de l'autre côté, bon, c'est vraiment impeccablement abouti, tu vois. Oui. Parce qu'on a vraiment toutes ces dimensions, un fond de footage dans le fond de footage, hein, enfin. Et tout colle, quoi. Donc, il y a vraiment matière à explorer, et là, je deviens métaphorique, soi-même, à creuser, et à prendre la suite de l'éditeur fictif, et comme l'ont fait beaucoup de lecteurs réels de la Maison des Feuilles, en reprenant, en allant soi-même chercher les indices, les sites, etc. Et c'est vraiment un livre qui est fait pour ça. Et c'est vrai que si on a l'habitude de l'analyse littéraire et que les choses viennent très vite, bon, ça va être moins marrant. Mais si on veut se frotter à ce qu'est de l'analyse littéraire un peu vénère et en ayant des choses à se mettre sous la dent, ça marche du feu de Dieu. Pour le dire clairement. Pour le coup, le titre lui-même, La Maison des Feuilles, bon, c'est une maison, c'est la maison du livre, et c'est le bouquin, La Maison des Feuilles, c'est le livre lui-même qui se reconstitue. Je sais pas si l'anglais House of Leaves fonctionne. Pour ça, il me semble que oui. Mais je préfère te demander. Mais La Maison des Feuilles désigne autant la maison diégétique que le livre lui-même. Je crois. Oui. Ah, je te remercie. Peut-être un peu plus net en français. C'est plus net en français. Par chance. Ouais, parce que feuille, c'est vraiment papier en français. Ouais. Qu'on va dire a sheet of paper. Oui. Je sonne mon cours d'anglais de 4e. J'avais une remarque en tête. Oui, tu parles beaucoup de found footage, peut-être éclaircir, Oui. parce qu'il y a plusieurs sens au found footage dans le cinéma. La found footage auquel tu fais référence, c'est les films du genre le projet Blair Witch. Donc le found footage horror, plus spécifiquement, projet Blair Witch qui est sorti vraiment 4-5 mois avant la publication de Ouais, c'est une époque. Hein. C'est vraiment une époque, l'époque de la démocratisation d'Internet et donc d'un nouveau statut de l'objet, de l'archive, de la notion d'archive. Parce qu'il y a un truc, faut imaginer, t'es sur Internet et tu tombes sur ça, quoi. Et là, ça marche. Alors que quand tu vois que c'est signature point, machin, etc., pardon, pour les éditeurs et leur travail, mais on sait, on a un avertissement, quand tu tombes dessus sur Internet, là, ça part, quoi. Et ça fait de la creepypasta, ça fait de la rumeur urbaine, et il faut pas oublier, c'est ça raconte ça. On va sur Internet, on ouvre un lien et il se passe quelque chose, et on n'est pas encore armé pour définir ce que l'on a en face de soi, que ce soit le projet Blair Witch, que ce soit des textes de ce type, très érudits, très documentés, on est en 2000-2001. Qu'est-ce qu'on fait devant ce genre de texte qui se présentent comme des archives d'archives, avec des notes de l'érudition, un appareil, un équipement de recherche numérique qui n'est pas encore au point, il n'y a pas encore Google. Le bleu, c'est pour les hyperliens, en fait. Il y a des hyperliens en bleu. Donc on a tout ça. Peut-être qu'on va un peu parler de l'origine de ce projet, d'où ça vient, la Maison des Feuilles. Parce que moi, j'en sais rien. Donc Mark Danielowski est né au début des années 60, en 62 je crois. Il a une sœur qui a une carrière musicale dans les années 90 sous le nom de Poe, P-O-E, comme par hasard. Et ils sont tous les deux les enfants d'un réalisateur et professeur de cinéma, Tad Danielowski, qui a notamment adapté, avec la participation d'Orson Welles, qui a notamment réalisé une adaptation de Huis clos de Sartre, si je ne m'abuse. Quelle idée. Mais de Huis clos à la Maison des Feuilles, il y a quelque chose. C'est pour ça que ça n'a pas remporté tout mon enthousiasme.
peut-être. Parce que le vilain Sartre était dans l'ombre. Oh, c'est pas une question d'esthétique, c'est une question d'ennui. C'est ce que je voulais dire. Donc, un père très particulier. Ils ont vraiment eu une enfance très particulière, et notamment, et là tu vas pouvoir faire un second lien avec le roman, ils avaient un père qui faisait beaucoup d'enregistrements. Vidéo, audio, etc. Le père de l'écrivain, de Mark Danielewski, Tad Danielewski, enregistrait beaucoup. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est comme le père dans l'Infini Comédie. Ouais. Il y a des liens. Ah oui, il y a plein de liens. Il était fasciné par le cinéma, l'image, mais aussi l'archive, le témoignage, etc. Et a beaucoup filmé ses enfants, ou enregistré par le son, lui-même, ses enfants, les conversations qu'ils avaient ensemble, etc. Et Tad Danielewski est mort en 93, au moment où Mark Danielewski entame la rédaction de ce texte, et qu'il se retrouve, lui et sa sœur, avec toute une somme d'archives familiales qui brassait à peu près 30 ans, je crois, d'histoire familiale. Avec ce legs, peut-être un peu encombrant d'ailleurs, hein. Je ne sais pas trop si on veut voir les traces de toute sa vie comme Et ça. encore, c'était pas sur Facebook. Et ça n'était pas sur Facebook. Donc il y a ce sens de l'archive qui est là de façon familiale, hein, de façon très très présente. Et pendant que Mark Danielewski terminait son ouvrage, sa sœur était en train de réaliser son deuxième album qui s'appelait Haunted, Hanté, qui est sorti à peu près en même temps que La Maison des Feuilles, qui est une espèce de compagnon musical du roman. Que moi je n'ai pas du tout écouté. Voilà. Qui n'a pas un très grand intérêt musical, mais qui est une sorte de complément sonore, musical, où on peut entendre d'ailleurs des échanges entre le père et les enfants, et où certaines chansons racontent l'histoire des personnages du roman. Donc on a une espèce d'univers étendu par la musique du roman. Et autre point, sur la genèse du récit, par rapport au personnage de Will Davidson, il est inspiré d'un authentique personnage, Kevin Carter, qui était un photographe sud-africain, très engagé contre l'apartheid, ce genre de choses, qui a connu un épisode assez dramatique dans sa vie, au Soudan. Il a pris la photo d'un jeune garçon mort de faim, complètement par terre, prostré, et, visiblement sur le point de mourir. Et au moment où il prend la photo, un vautour se pose derrière l'enfant. C'est une photo très dure, comme beaucoup des photos qu'avait pu prendre Kevin Carter tout au long de sa carrière. Et il s'est trouvé que il n'a pas pu apporter assistance à l'enfant. L'enfant était très malade et pour des raisons de santé, d'hygiène, etc., il était obligé de rester à distance. Il l'a pris en photo au moment où ce vautour s'est posé derrière. Et 3 mois plus tard, cette photo a reçu le prix Pulitzer. Sous le nom d'ailleurs, je crois, La jeune fille et le vautour, mais c'était bien un garçon. Et Kevin Carter a très très mal vécu, puisqu'il est resté hanté par cette image, a très très mal vécu la popularité que lui a apporté le prix. On a pu dire que c'était lui le vautour, hein, et non pas l'animal qu'on voyait à l'arrière-plan. Et malheureusement, cet épisode, plus des situations, enfin des circonstances personnelles, ont fait qu'il s'est donné la mort quelques semaines plus tard, à l'âge de 33 ans. Et c'est un drame, hein, qui a touché beaucoup d'artistes à l'époque, musiciens, écrivains, etc. Pour toutes les raisons que l'on peut comprendre, hein, c'est une histoire assez marquante. Il se trouve que l'enfant qui mourait de faim à ce moment-là a largement survécu à Kevin Carter, hein. Il est mort du paludisme dans son adolescence. Mais c'est cette histoire qui s'est terminée en 94. Hein. Kevin Carter s'est donné la mort en 94, donc en pleine écriture du roman,
qui l'a aussi nourri. Donc on a une veine autobiographique, hein, avec l'histoire familiale, le père professeur de cinéma qui a enregistré tout, et cette veine qui forme une autre artère du récit avec le personnage de Navidson, qui nourrissent le roman. Je crois que tu n'étais pas forcément au courant de ces Non. éléments. Non. Voilà. Je clôt la parenthèse sur la genèse du texte. De quoi voudrais-tu parler à présent? Moi, je voulais d'abord lire un petit extrait parce Oui. qu'il m'a semblé significatif de l'ambiance. Je suis page 172, deux petits paragraphes. Je les lis rapidement. Mhm. L'épistémologie de la maison demeure entièrement proportionnée à sa dimension. Après tout, on aborde toujours l'inconnu avec plus de prudence la première fois. Ainsi, il apparaît beaucoup plus expansif qu'il ne l'est littéralement. Lors d'une seconde visite, la connaissance du terrain contracte de façon dramatique la perception des distances. Qui ne s'est promené dans un parc inconnu et n'a senti qu'il était immense, puis y est retourné pour découvrir que ce parc était en fait bien plus petit que ne l'avait laissé croire la première impression. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est vraiment quelque chose qui se retrouve beaucoup parce qu'on a donc des allers-retours entre l'histoire de Johnny, alors parfois l'histoire personnelle de Johnny lisant Zampano, Zampano regardant le film et étant aidé, Johnny regardant Zampano, donc pour connaître Zampano lui-même, l'histoire du film lui-même, l'histoire des critiques du film, du parcours des bobines quand elles finissent par être produites, et de textes avant ou après le film supposé, mais qui viennent l'éclairer, qui sont ajoutés, et textes réels ou fictifs, pour essayer de cerner quelque chose autour du lieu comme expression du couple, grosso modo. Et alors là, ça fait partie, en fait, l'ensemble de cet appareil m'a beaucoup séduite, mais c'est sa relative univocité, donc que tout va à peu près dans le même sens, qui m'a un peu frustrée en me disant, bon, voilà, ça va, j'ai compris, mais qui, en même temps, je crois, parce que ça livre avec beaucoup de succès, peut être un réel plaisir de lecture quand on est en train de découvrir le plaisir de l'analyse. Mhm. Que là, c'est vraiment une question de je lis trop tard. Et j'ai lu trop de choses auxquelles je pense même pas maintenant, mais qui peuvent y ressembler, qui m'ont finalement, je sais pas, j'ai pas envie de dire défloré, mais quelque chose de cet ordre-là, avant même sa lecture. Alors j'ai bien aimé l'histoire du couple qui passe par la maison, et je t'avais dit, il y a des moments où j'aurais voulu que ce soit plus visible, notamment dans les dimensions impossibles, et d'autres où j'aurais voulu que ça le soit moins, mais ça doit être parce que je suis quelqu'un de pénible. Hein. Alors, sur cette question de la maison, on a d'abord, et là je suis vraiment dans le début, dans les pages 28-30, toute une réflexion, et on ne sait pas tellement de qui finalement, mais mêlée, hybride, autour de la notion de unheimlich, qui est littéralement donc, ce qu'on appelle en français l'inquiétante étrangeté, depuis la traduction de Malaise dans la culture, mais unheimlich, littéralement, Heim, c'est la maison, c'est le foyer, c'est le home. Donc Heimlich, c'est qui est familier, dans le sens de qui va être propre au foyer. Unheimlich, c'est qui ne sera donc pas propre au foyer. Et qui créera cette impression de l'inconnu dans le familier. Et le familier dans l'inconnu est moins inquiétant, franchement. Puisque c'est quand on se sent bien avec des gens que l'on rencontre. Mhm. Et arrivent ensuite les Davidson chez eux. Puisque ils ont donc été à un mariage, et c'est intéressant qu'ils aient été, je crois, à un mariage, même si ce mariage lui-même est passé sous silence. Je suis donc page 28, ça y est, on va lire. En leur absence, la demeure des Navidson était devenue quelque chose d'autre, et sans être exactement sinistre ou même menaçant, le changement réduisait néanmoins à néant tout sentiment de sécurité ou de bien-être. Unheimlich parfait dans la maison elle-même. À l'étage, dans la chambre à coucher principale, nous découvrons avec Will et Karen une simple porte blanche avec une poignée en verre. Transparence, hein. Blancheur, transparence. Toutefois, elle ne donne pas sur la chambre des enfants, mais sur un espace ressemblant à un débarras. Parlons. À la différence des autres débarras de la maison en bleu, celui-ci n'a ni aération, ni prise de courant, ni interrupteur, ni étagère, ni tringle où suspendre des vêtements, ni même de moulure décorative. Au lieu de ça, les murs sont parfaitement lisses et d'un noir quasi absolu,
quasi parce que leur surface est empreinte d'une légère nuance grise. L'espace ne doit pas faire plus d'1,50 m de large sur 1,20 m de long. Sur un mur du fond, une seconde porte, identique à la première, donne sur la chambre des enfants. Navidson se demande immédiatement si cette pièce n'aurait pas échappé à leur attention. Cela semble de prime abord ridicule, jusqu'à ce qu'on se rende compte à quel point l'impact d'un tel pan de réalité invraisemblable peut obliger quiconque à remettre en cause ses propres perceptions. Karen, toutefois, parvient à exhumer quelques photos qui montrent clairement le mur de leur chambre sans porte. La question, donc encore les archives, La question suivante est: quelqu'un a-t-il pu s'introduire ici et en 4 jours construire l'étrange ajout? Improbable, c'est le moins qu'on puisse dire. Leur dernière hypothèse est que quelqu'un est venu et a mis au jour ce débarras, puis a juste installé 2 portes. Mais pourquoi? Et dans ce cas précis, pour Silterilke, faire, c'est-à-dire qui? Navidson vérifie alors les HI8, donc les caméras, mais découvre que les détecteurs de mouvement n'ont à aucun moment été déclenchés. Seuls leur départ et leur retour figurent sur la bande presque une semaine, logiquement élidée, nous montrant la famille alors qu'elle quitte une maison exempte de cet étrange espace intérieur, pour y revenir seulement une fraction de seconde plus tard et le découvrir déjà là, comme si l'endroit avait toujours existé. La découverte s'étant produite dans la soirée, Navidson doit attendre le lendemain matin pour mener son enquête. Aussi, pendant que Chad et Daisy, pas Alice, tu vois, j'avais pas noté pour les enfants, Chad et Daisy dorment, nous voyons Karen et Will passer une nuit sans sommeil. Hilary, leur husky de Sibérie âgé d'1 an, et Mallory, leur chat tigré, sont allongés de part et d'autre de leur téléviseur Sony 60 cm, sans être troublés le moins du monde par le nouveau débarras, ou le scintillement de l'écran, ou le bourdonnement des haut-parleurs. Letterman, nouvelle révélation sur l'affaire Iran-Contra, rediffusion, le trafic de l'information assurant à tout un chacun que le reste du monde est encore quelque part dehors, et continue sur sa lancée même si 2 nouvelles portes sont désormais ouvertes, offrant une vue sur un nouvel espace de ténèbres, de la chambre des parents à la chambre des enfants, où une petite veilleuse représentant le vaisseau spatial Enterprise brûle telle l'étoile polaire. C'est un plan magnifique. En fait, la composition et l'élégant équilibre des couleurs, sans parler des riches contrastes de lumière et d'ombre, sont si raffinés qu'ils nous détournent temporairement de toutes les questions concernant la maison en bleu, ou des événements qui s'y déroulent. C'est un exemple parfait du talent de Navidson et l'on comprend pourquoi peu de personnes, voire aucune, auraient pu accomplir ce qu'il a accompli, surtout vers la fin. Et là, on se rappelle que les found footage sont souvent moches parce que justement tournés par les personnages eux-mêmes. Alors, il commence à chercher les anciens plans, puis on va avoir en fait un nouveau carton du générique, un montage incongru nous présente le carton du générique, 1/4 de pouce à l'extérieur de la maison, donc là je saute une grosse partie de la page. Navidson escalade une échelle jusqu'au premier étage. Pas une montée facile, nous avoue-t-il d'un ton dégagé, et de nous expliquer qu'une fâcheuse maladie de peau qu'il a depuis l'enfance a récemment commencé à se déclarer entre ses orteils. Une maladie de peau qui reflète la maison, qui reflète, etc. Grimaçant légèrement, suite à ce que nous pouvons supposer être une douleur même bénigne, il a atteint le dernier barreau, où, se servant d'un ruban en fibre de verre empire à manivelle, il entreprend de mesurer la distance entre l'extrémité de la chambre principale et celle de la chambre des enfants. Il obtient le chiffre de... Alors, je ne sais pas comment on lit les primes et les... comme ça, pour les pouces. Comment on peut? Donc c'est 32 coups de 9, 3/4 de pouce. Je ne sais pas. Okay. Ce que corroborent les plans de la maison, je fais du mon mieux, maison en bleu, à 1 pouce près. Le mystère surgit quand Navidson mesure l'espace intérieur. Il note soigneusement la longueur de la nouvelle surface, la longueur des 2 chambres, puis calcule l'épaisseur de tous les murs. Le résultat est tout sauf rassurant. En fait, il est impossible, 32 coudes, 10 pouces exactement. La largeur intérieure de la maison semblerait excéder de 1/4 de pouce la largeur de la maison telle qu'elle a été mesurée de l'extérieur. Certain de s'être trompé dans ses calculs, Navidson perce les murs extérieurs afin de mesurer avec exactitude leur largeur. Donc on rentre dans la maison, littéralement dans la profondeur de la maison, la profondeur de son mur.
Finalement, avec l'aide de Karen, il attache l'extrémité d'un fil à pêche au bord du mur extérieur, le fait passer par le trou foré, le tend le long de la chambre principale du nouvel espace de la chambre des enfants, puis le fait passer à nouveau par un trou pratiqué dans le mur du fond. Il vérifie 2 fois sa manœuvre, s'assure que le fil est droit, de niveau étendu, puis le marque. La dimension est toujours la même, 32 coudes 10 pouces exactement, se servant du même fil. Davidson se rend dehors, tend le fil à pêche d'un bout à l'autre de la maison pour finalement s'apercevoir qu'il est trop long d'1/4 de pouce. Exactement. Je t'écoute. T'en penses quoi? C'est vraiment le moment où les choses se nouent, hein? Et si je puis dire, avec le fil à pêche tendu. C'est le moment où la question de la folie va se poser et se creuser dans le roman. Et t'intéresse donc ça, la question de la folie, parce que moi je me la suis pas posée. Ouais, oui. Ouais, je t'écoute. Oui. Oui, parce que ça apparaît par vraiment de tout petits interstices, par des choses très discrètes qui ne devraient pas, finalement tellement retenir l'attention ou préoccuper les personnages, mais ça va aller en s'amplifiant à partir de quelque chose de très maigre. Et c'est quelque chose qui est assez subtil dans le roman, finalement, de choisir vraiment de tout petits décalages, mais de rendre ces décalages perceptibles par des personnages obsessionnels. Et ça apparaît très tôt dans le roman, et après on va avoir une espèce d'amplification de ces phénomènes, où toute enquête va multiplier les effets d'étrangeté, puis de fantastique, puis de terreur, puisque finalement on va se retrouver dans quelque chose d'assez cousin de Shining, hein, par exemple, et je pense au Shining de Kubrick. On va avoir des allusions, plus que des allusions, même au labyrinthe, au Minotaure, à la maison presciente, à la maison qui a une conscience, qui suit les personnages. On a quelque chose de... Maison vivante. Maison vivante, voilà, on a quelque chose de très cousin de ça. Qui est renforcé par le fait que ça se passe à Jamestown, donc c'est en Virginie. Moi j'étais contente parce que ils vont souvent à Charlottesville, et comme j'étais l'an dernier, ça m'a fait plaisir, mais ça c'était vraiment un truc personnel. Mais alors j'étais pas pour les manifestations. Mais Jamestown, j'ai découvert, mais alors juste après avoir fini le livre, que c'était une des premières colonies américaines mythiques, et que des cas d'anthropophagie au moment de la fondation de Jamestown ont été relevés, et qu'en plus on a réussi à les attester il y a peu de temps parce qu'on a retrouvé des squelettes de gens morts a priori de mort naturelle, enfin de maladies, de faim ou de choses de cet ordre-là, et qui en fait ont été découpés ensuite et donc qui ont été mangés. Donc là c'est vraiment le cliché du cimetière indien, mais uniquement pour l'Occident, quoi. Oui. Ça, j'ai trouvé ça assez intéressant, parce qu'en plus c'est de la civilisation américaine que j'ignore complètement. Oui, L'anthropophagie fondatrice. C'est vraiment un épisode qui a duré quelques mois. En tout cas, ça va. Bah, j'ai pas dit que ça a duré longtemps. Non, mais enfin voilà, c'est un épisode très très ponctuel de famille. l'histoire de la colonisation. Si on prend de toute façon tout ce qui relève de la fondation des États-Unis en termes de colonisation, enfin pas des États-Unis d'ailleurs, de l'Amérique fédéralisée. Donc tout ce qui est l'Amérique coloniale, là l'histoire de Jamestown, on est au début du XVIIe siècle, avec une période de colonisation très très violente. Hein. L'histoire de l'Amérique, c'est vraiment fondé sur de la violence, voilà. Et effectivement, il y a eu une période, l'ère de la faim, qui a duré quelques mois, vers les années 1610, 1609, 1610. Mais il n'en est pas question dans le roman. Ce que je trouve intéressant, c'est que le nom doit suffire pour un lecteur états-unien à se rappeler l'épisode, que moi j'ignorais parce que je suis française, pas avec ce background, de toute façon je suis en anglais pour essayer de... mais pas avec ce background mythique, quoi, sur la fondation de mon pays. Et donc il m'a échappé, mais en fait il doit être là pour les lecteurs, les premiers lecteurs. Oui, là où je voulais en venir, c'est que... Et donc ça va vers la maison presciente. Voilà. C'est ça que je voulais te dire. Oui, toute la fondation du fantastique américain,
jusqu'à aujourd'hui en fait, prend beaucoup de ses sources dans cette période-là de colonisation, avec toute une sorte de mythe qu'on ne doit pas évoquer, mais on trouve beaucoup de choses très intéressantes dans ces fondations pour comprendre ce qu'est le fantastique Puis on dit américain. des fondations, on parle de maisons, c'est quand même marrant. Mhm. Voilà, c'était en passant. Voilà. Ouais, c'est... Et c'est rigolo de voir comment l'esthétique générale du bouquin, donc tu disais, c'est fait par des personnages obsessionnels qui mesurent, qui vont être des érudits, pas forcément des érudits universitaires ou scientifiques, mais où justement il va y avoir un flottement par rapport à cela, qui sont pas non universitaires, mais il y a un flottement dans la façon Mhm. dont ils manipulent les archives, les textes, les documents, dont ils mesurent, et donc ce qui va amener d'autres personnages, l'exploration, etc. Et avec une volonté de rationalisation, de rationaliser ce qui reste irrationnel. Et qui donc devient d'autant plus effrayant. Et ça marche bien, je crois. Mhm. On le conseille quand même. Oui, notamment aux lecteurs qui ne le connaîtraient pas, qui s'interrogeraient sur les mécanismes de la peur en littérature. Comment fonctionne la peur? Dans ce roman, c'est intéressant parce que ça repose d'abord sur de petits décalages donc, qui s'amplifient, sur des effets de pagination, de mise en scène du texte vraiment typographique, avec des allers et retours entre le corps du texte, les notes, etc. Et il y a des scènes de suspense, de tension, De suspens. qui fonctionnent très bien parce que des fois on est vraiment dans des passages assez Ça haletants. reste un page turner, on dit. On tourne les pages, hein. Non, je dirais pas ça. Tu dirais pas ça? Je pense qu'il faut une volonté, une forme de volonté particulière. Je pense que le page turner, ça induit une forme presque de laisser aller du lecteur qui se laisse séduire par les pages. Et je pense que Ah, ça passe une autre question. Est-ce que c'est un livre immersif ou pas? Ah, ouais, ça, c'est vraiment une question. je pense qu'il faut une qualité d'immersion particulière. C'est pas l'immersion traditionnelle, mais je dirais qu'il y a quand même une immersion. Il y a une immersion qui est Enfin, une immersion d'enquêteur pour autant peut-être. qu'on puisse plus parler que de- d'immersion. Ah, donc avec une coopération plus active que l'immersion Je pense habituelle, mais qui que peut-être entraîne une immersion paradoxalement plus profonde. oui, si on mord à l'hameçon, Ouais. on va vraiment vouloir avoir envie de comprendre, plus que d'être entraîné par un récit. Euh, je pense que c'est un roman qu'on peut être au contraire tenté de refermer. Et je pense qu'il y a un dispositif avec les notes. euh, Ah, les notes de Johnny, par moments, m'ont gonflé. je pense qu'il essaie des fois de faire retomber l'attention Ouais. en nous faisant provisoirement passer à autre Mais chose. ça permet de l'augmenter en se disant oh là là, mais quand est-ce qu'il passe à autre chose, un peu comme une description chez Balzac. Je pense qu'il y a un jeu sur ça. Oui. C'est du trollage, quoi. Ouais. Et quand il parle de sa stripteaseuse de Pampan qui a un tatouage là, ici et ça, il peut dire mais et la maison, alors qu'en fait le couple de Johnny avec Pampan nous parle évidemment aussi d'une certaine façon du couple de William Whitson et de Karen, ce qui nous parle donc de la maison. Mhm. Et vous en pensez quoi? Je vous dis à bientôt.